Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons démarrer aujourd'hui avec le chapitre 1 du cours de conception de bases de données. Ce chapitre 1 est intitulé Introduction aux bases de données et notion de SGPD. SGPD, ça veut dire système de gestion de bases de données. Alors, qu'est-ce qu'une base de données? Alors, plusieurs définitions ont été données et nous avons retenu parmi ces listes de définitions deux définitions que nous trouvons assez simples et faciles à comprendre également pour les étudiants. Donc, une base de données se définit comme un ensemble de données structurées, organisées, permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter l'exploitation, ça veut dire la mise à jour, les recherches, les sélections, et ainsi de suite. Alors, la définition 2 également dit qu'une base de données est un ensemble de données également stockées de façon exhaustive. Et ça veut dire que la base de données contient toutes les informations requises pour le service que l'on attend. Non redondant, la même information n'est présente qu'une seule fois dans la base de données et on ne doit pas avoir de doublons dans une base de données. Structurée parce que les données ont des structures bien définies, à la différence des bases de données NoSQL qui n'ont pas de structure définie. Alors, en termes d'historique, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que au niveau avant les années 60, nous avons assisté en fait à la naissance des bases de données fichiers et qu'on appelle ça une gestion de fichiers au départ. Et en son temps, pour exploiter l'information, il fallait avoir un bon niveau en informatique, il fallait être programmeur et pour accéder à l'information. Alors, durant les années 60, nous avons assisté à la naissance de la première génération de RGPD où on avait la séparation entre les données et les programmes. Et durant les années 70, également, vous avez la deuxième génération des RGPD qui ont apparu et basé en fait sur le modèle relationnel de Edgar Code et le modèle anti-association du modèle chaîne également. Entre les années 80 et 90, nous assistons à la troisième génération où nous avons également la naissance du modèle orienté objet, également d'autres modèles comme les bases de données déductives et qu'on utilise également. Alors, durant les années 90 à nos jours, alors nous constatons la naissance de la quatrième génération et qui est beaucoup plus orientée sur les bases de données Internet, qui permet de stocker le multimédia et autres types de données de nos jours qui sont beaucoup plus faciles à manipuler. Alors, à quoi est-ce que les bases de données peuvent servir? Alors, vous allez constater que dans la vie de tous les jours, vous êtes confronté à plusieurs questionnements et il faut savoir que souvent ces questionnements peuvent se ramener en fait à la notion de base de données. Un exemple, si vous allez par exemple en banque, vous allez aller retirer de l'argent, il faut savoir que derrière tout ça, il y a une base de données qui est là, qui permet de stocker l'information sur vos transactions, vos traitements également au niveau de cette banque-là. Donc si vous allez par exemple dans une bibliothèque pour emprunter un livre, il faut savoir que on vous demandera des informations et vous allez les fournir. Et derrière tout ça, vous allez voir que la notion de base de données est bel et bien présente. Donc on a autant d'applications de bases de données pratiquement dans toute la vie courante que nous menons tous les jours pratiquement. Alors, il faut aussi noter que nous avons aussi de nouvelles applications qui sont possibles au niveau des bases de données. Et en exemple, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de la quatrième génération, et les bases de données multimédia qui permettent de stocker le son, la vidéo et les images également. On a également les bases de données SIG, système d'information géographique, et qui aujourd'hui sont capables de stocker à la fois l'information spatiale et l'information sémantique. Nous avons également aussi la possibilité de pouvoir stocker également des images raster, des images raster, et des données météo également, et des images vecteurs également aussi, des données vecteurs également aussi, et qui peuvent être stockées également au niveau de ces bases de données là. Nous avons également aussi les entrepôts de données de data warehouse, voilà, qui permettent également aux décideurs d'avoir des outils qui leur permettent de prendre des décisions en collectant les données des bases de données de production et pour en fait plus orienter les décisions dans le choix et bien sûr des entreprises. Donc les bases de données data warehouse sont très importantes et pour ce type d'analyse là. On a également aussi des techniques de base de données en temps réel qu'on peut avoir. Voilà, et également des techniques de recherche dans les bases de données utilisées pour l'amélioration des recherches sur Internet aussi. Alors, il faut noter que les bases de données sont régies quand même par des modèles.
Donc on a plusieurs modèles de bases de données qui sont définis. Donc on a déjà le modèle hiérarchique où les données sont classées hiérarchiquement selon des relations de type père-fils. Alors ce qui génère une structure arborescente et descendante. Alors pour ces cas de base de données, pour accéder à l'information, il faut partir du père. Et selon l'arborescence, vous allez avoir l'information au niveau des nœuds ou alors au niveau des feuilles qui sont les fils. Nous avons également le modèle relationnel qui est un modèle très utilisé, voilà, où les données sont représentées sous forme de table à deux dimensions. Voilà. Nous avons également le modèle objet. Alors disons que le modèle objectif aussi, j'ai oublié de vous le présenter et on pourra le voir après. Vous avez le modèle objet également qui est très important, très utilisé aussi de nos jours et par les développeurs, les programmeurs, les concepteurs de bases de données qui utilisent également la notion d'objet, la notion d'instance au niveau des bases de données également aussi. Nous avons également le modèle relationnel objet qui est un modèle hybride et qui exploite à la fois la simplicité du modèle relationnel et la puissance du modèle objet. C'est un modèle qui est vraiment utilisé de nos jours, d'autant plus que nous avons des langages informatiques qui supportent en fait la notion d'objet. Alors nous avons aussi les bases de données NoSQL dont je vous ai parlé en début de cours quand on donne la définition d'une base de données. Alors les bases de données NoSQL NoSQL qui veut dire Not Only SQL sont des systèmes de bases de données non relationnelles utilisés pour stocker et récupérer des données. Alors de nos jours, les bases de données NoSQL sont intensément utilisées dans le cadre de l'application web en temps réel. Des bases de données NoSQL peuvent être également appelées bases de données Big Data ou bases de données cloud. Alors donc les Big Data, c'est vraiment la notion qui vous permet de stocker de grandes quantités d'informations et qui varie effectivement et à des différences de temps assez réduits. Alors, le NoSQL désigne une famille également de systèmes de gestion de bases de données qui s'écarte du paradigme classique des bases de données relationnelles. Vous allez voir que dans les bases de NoSQL, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de structure figée. Et c'est ce qui fait la différence entre les bases de données SQL et les bases de données NoSQL. Alors, on a également aussi les bases de données multidimensionnelles. Voilà. Vous avez ou encore réservé aux entrepôts de données, les GBD multidimensionnels agrègent des informations en provenance de sources hétérogènes pour bien tirer des tendances et soutenir les activités décisionnelles. Donc c'est comme je l'ai dit tantôt le data warehouse. Donc ici vous allez voir que nous avons des tables et des données qui sont issues des bases de données de production qui sont utilisées en fait pour faire des analyses afin d'orienter en fait les prises de décision au niveau des décideurs. Alors, maintenant nous allons voir la partie concernant le système de gestion de base de données. Alors, il faut dire que quand on parle de système de gestion de base de données, il s'agit simplement d'un logiciel qui permet en fait de gérer les bases de données, tout simplement. Donc, tel système permet de lire, écrire, modifier, trier, transformer ou même imprimer des données qui sont contenues dans la base de données. Un système de gestion de base de données héberge généralement plusieurs bases de données qui sont destinées à des logiciels ou des thématiques différentes. Et actuellement, la plupart des systèmes de gestion de base de données fonctionnent selon le modèle client-serveur, très important. Vous avez un client qui émet une requête et la réponse peut lui être envoyée à travers une requête qu'on fait sur le serveur de base de données, tout simplement. Alors, nous avons quelques avantages des systèmes de gestion de base de données. Nous avons l'indépendance physique. Donc, la façon dont les données sont définies doit être indépendante des structures de stockage de données. Donc, on n'a pas besoin de connaître la structure de stockage pour en fait définir ces bases de données là. Le système de RGBD offre également une structure canonique permettant la représentation des données réelles sans se soucier de l'aspect matériel surtout. Vous avez également aussi l'indépendance logique. Et un même ensemble de données peut être vu différemment par des utilisateurs. Donc, toutes ces visions personnelles de données doivent être intégrées dans une vision globale. Donc, vous avez des différents groupes d'utilisateurs qui peuvent avoir différentes visions, bien sûr, et sur la base de données. Nous avons également l'accès aux données. Donc, l'accès aux données se fait par l'intermédiaire d'un modèle de manipulation, d'un langage de manipulation de données appelé communément LMD. Voilà, LMD. Il est crucial que ce langage permette d'obtenir des réponses aux requêtes en un temps raisonnable. Le LMD doit être aussi optimisé, minimiser le nombre d'accès disques et
tout sera de façon totalement transparente pour l'utilisateur. Donc ça veut dire que quand vous faites une requête, et derrière cette requête, il y a tout un ensemble de traitements qui se fait, mais de façon transparente, vous ne voyez pas ces informations-là. Voilà, vous n'avez que le résultat final que vous voyez à votre niveau. Il y a également l'administration centralisée des GBD. Un GBD qui offre cette particularité est très importante. Vous allez voir qu'aujourd'hui, l'ensemble des systèmes hébergent leurs données dans un système centralisé. Et grâce à ces RGPD là, vous pouvez effectivement aussi mettre ce type d'application très importante. Il y a également la non-redondance des données. Alors vous savez qu'en base de données, on ne doit pas avoir normalement une information qui est répétée deux fois. Imaginez que vous avez par exemple une base de données qui contient l'ensemble des étudiants. Il n'est pas concevable que vous ayez en fait le même étudiant qui soit saisi deux fois dans cette base là. Donc par défaut, les RGPD en fait gèrent également ces aspects de redondance. Vous avez également aussi la cohérence des données. Et les données sont soumises à un certain nombre de contraintes d'intégrité qui définissent un état cohérent de la base. Donc vous avez la notion de contrainte qui permet également de pouvoir saisir les données qui doivent être utilisées bien sûr à bon escient, en fonction bien sûr de ce que vous définissez, de ce que vous voulez en faire de cette base de données là. Vous avez à définir des contraintes qui peuvent être également implémentées au niveau de ce RGPD. Il y a également le partage des données. Vous savez que un système de gestion, surtout quand vous avez les cas de gestion centralisée, il est important quand même que les données soient partagées. Donc les GBD également offre cette possibilité là aussi. Alors, quand on a plusieurs accès, automatiquement il y a la notion de sécurité également qu'il faut tenir compte au niveau des GPD. Donc les GPD disposent également aussi d'outils qui leur permettent également de mieux gérer en fait la sécurité des données tout simplement. Vous avez également aussi la résistance aux pannes. Un RGPD qui résiste aux pannes est très important et là ça facilite son utilisation. Et vous allez voir que la plupart des RGPD qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui offrent en fait cette capacité de pouvoir résister aux pannes à travers des backups et ainsi de suite, ou encore des sauvegardes sur d'autres supports distants tout simplement. Alors, ici nous allons parler du niveau de description des données selon le modèle en CPAC. C'est un modèle défini par un comité de l'ANSSI en 1975 au niveau des États-Unis, je crois. Alors nous avons trois niveaux de description de ces données-là. Donc nous avons le niveau externe où chaque vue correspond à la perception d'une partie des données, mais aussi des données qui peuvent être synthétisées à partir des informations représentées dans la base de données tout simplement. Nous avons le niveau conceptuel et à ce niveau vous avez tous les éléments qui permettent la construction d'une base de données, la structure de la base de données, les éléments qui peuvent permettre en fait de définir en fait votre base de données. Vous avez les entités, les associations, également les relations que vous allez définir entre les différentes entités, aussi également les contraintes d'intégrité également. Vous avez aussi le niveau interne alors, qui correspond beaucoup plus au stockage en fait de l'information tout simplement. Alors vous allez voir que nous allons vous montrer également aussi une autre description du modèle en CPAC. C'est ce modèle là. Donc à ce niveau nous avons inversé les trois niveaux tout simplement. Nous avons le niveau interne comme je l'ai dit tantôt qui s'occupe du stockage de l'information. Le niveau conceptuel qui est la partie concernant la modélisation de la base de données où nous allons décrire les objets de la base, la structure de la base, les contraintes d'intégrité, les relations également aussi. Et nous avons en dernière position en fait le schéma externe et qui concerne en fait la vue, c'est-à-dire l'accès en fait des utilisateurs, bien sûr en fonction des vues et qui leur sont destinées tout simplement. Donc ce découpage permet des modifications à chaque niveau sans que cela interagisse sur les autres niveaux tout simplement. Alors, comment est-ce que quel lien peut-on faire entre un GPD et base de données? Alors nous avons dit tantôt, hein, un système de gestion de base de données permet en fait de gérer plusieurs bases de données. Donc il faut savoir qu'un système de gestion de base de données est constitué de deux éléments principaux. Il y a le moteur qui est en fait composé du logiciel effectuant les fonctions essentielles d'une base de données
et l'interface graphique tout simplement, et ou RGBD Extend si vous voulez, qui vous permet de manipuler en fait vos informations plus facilement. Alors voici un schéma qui montre un peu et le lien qu'on peut établir entre les GBD également et les BD et également les tables. Donc vous allez voir que les GBD permet de gérer plusieurs bases de données et chaque base de données en fait est constituée de plusieurs tables tout simplement. Alors maintenant nous allons voir l'architecture d'un système de gestion de base de données. Alors il faut noter que nous avons trois grands types d'architecture et que nous pouvons définir. Nous avons l'architecture BD personnelle, l'architecture client-serveur 2 tiers et l'architecture client-serveur 3 tiers. Alors l'architecture BD personnelle, c'est une architecture où la base de données, l'application et l'interface graphique se trouvent sur la même machine en fait. Donc vous n'avez pas une répartition des charges, tous ces éléments sont concentrés sur une seule machine. Alors habituellement ces genres de bases de données sont beaucoup plus des bases de données personnelles qu'on peut en avoir. Le système, l'architecture client-serveur 2 tiers, à son niveau, une partie des traitements en fait des données est faite au niveau du client et qu'on appelle communément client lourd. Donc vous avez ici un client et à travers un réseau local permet de demander de l'information sur un serveur de base de données par exemple. Voilà, quand je prends l'exemple par exemple d'un outil SIG comme QGIS qui peut être couplé par exemple au RGBD PostgreSQL, et vous allez voir que depuis QGIS nous pouvons en fait émettre des requêtes et pour avoir des informations dans la base de données PostgreSQL. Donc on dira que le client QGIS est un client lourd tout simplement. Nous sommes dans ce cas-là, dans un cas d'architecture 2 tiers où le client déjà supporte une partie des traitements. Alors le dernier type d'architecture que nous pouvons avoir, c'est l'architecture client-serveur 3 tiers. 3 tiers, nous avons trois principales couches. Vous avez la couche présentation des données associée au client et qu'on appelle souvent client léger au browser. Nous avons la couche traitement de données qui est également assurée par un serveur d'application, un serveur web. Et nous avons la dernière couche qui concerne en fait la couche liée au serveur de base de données. Et ici, cette architecture, elle est vraiment utilisée de nos jours pratiquement dans toutes les grandes entreprises. Et même si sa mise en place coûte très cher. Et à ce niveau, vous allez voir que le client est un client léger. Un client léger, ça veut dire qu'on n'a pas de traitement spécifique au niveau de ce client-là. Et tous les traitements sont partagés au niveau du serveur web et également au niveau de la base, du serveur de base de données. Donc vous avez votre navigateur, voilà Internet. Ça, vous avez Firefox ou Chrome ou Edge par exemple, et vous avez en fait le lien de votre application. Et vous pouvez également faire des requêtes, voilà, et le serveur web va récupérer ces requêtes là également à travers des interactions avec le serveur de base de données, et vous allez avoir en fait la réponse de vos requêtes tout simplement sur votre navigateur. Donc c'est vraiment l'une des architectures les plus éprouvées de nos jours, les plus utilisées également aussi, et pratiquement dans le monde du travail, hein, surtout. Et surtout pour ceux qui travaillent à distance sur plusieurs types de systèmes, c'est le modèle le plus adapté. Alors, quels sont les principaux acteurs d'un système de gestion de base de données? Alors, nous avons trois principaux grands acteurs que nous avons décrits. Nous avons la DB ou encore administrateur de base de données. Alors, lui, son rôle, c'est de gérer les droits d'accès, coordonner et surveiller l'utilisation de la base de données. Et il est également responsable de la sécurité du système et des lenteurs également du système. Alors le second groupe concerne en fait les constructeurs de bases de données. Et à ce niveau, ils identifient en fait les données à stocker, choisissent la structure appropriée pour la base de données, communiquent également avec les utilisateurs finaux pour comprendre surtout les besoins. Alors les utilisateurs finaux, eux, ils sont chargés d'alimenter la base de données, de faire des requêtes également, et vous allez constater qu'ici également la notion de vue va apparaître. Vous avez plusieurs catégories d'utilisateurs qui auront accès également à différents types d'informations selon les vues qu'on aura créées pour ces différents utilisateurs là. Alors, quels sont les différents GBD qu'on pourrait avoir de nos jours? Alors, nous avons bon, les 10 GBD que nous avons choisi en fait pour présenter. Nous avons Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL et DB2. MongoDB, Microsoft Access, et SQLite, Sybase et Cassandra. Alors il faut noter que on a des bases de données relationnelles comme des bases de données également objets également qu'on a parmi ces GPD là.
Donc, nous venons juste de finir ce premier chapitre de SGBD ou encore de construction de base de données. Et vous pourrez, au cas où vous avez des parties que vous n'avez pas à comprendre, vous pouvez m'écrire et on pourra élucider ces questions. Ou bien vous gardez vos questions lorsque nous allons passer à nos séances de, de, de cours en ligne. Voilà, et on aura des réunions sur Zoom ou encore sur d'autres outils qui permettront de connecter ensemble les étudiants. On pourra discuter également sur certains de ces aspects-là. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous pour le chapitre 2. Merci.